Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. En Guinée-Conakry, la bataille est engagée. Une bataille de titans, ou plutôt de milliardaires, avec pour enjeu un véritable trésor, un gigantesque gisement de minerais de fer situé dans la chaîne de montagnes de Simandou, sur une superficie de près de 1500 km². Le plus grand gisement de fer inexploité au monde qui pourrait rapporter quelques 140 milliards de dollars au cours des 25 prochaines années. Les milliardaires en question sont deux. Un diamantaire franco-israélien, Benny Steinmetz, l'homme le plus riche d'Israël, et face à lui, le célèbre George Soros, financier et philanthrope, qui a soutenu et même inspiré quelques-unes des révolutions démocratiques des dernières années en Serbie, en Géorgie, en Ukraine ou même au Kirghizistan. Bien sûr, je simplifie à l'extrême. Nous allons voir cela plus précisément avec M. X. Auparavant, il faut observer que derrière ce conflit se joue le sort de la Guinée, l'un des pays africains les plus pauvres du continent, mais qui, si ces extraordinaires richesses minières étaient honnêtement exploitées, pourrait devenir l'un des plus prospères. Alors, il ne faut pas s'étonner que ce pays au passé si mouvementé bruisse aujourd'hui de rumeurs de putsch, et que l'on évoque même la mobilisation d'équipes de mercenaires étrangers qui pourraient débarquer le président démocratiquement élu, Alpha Condé. Intoxication ou réalité, M. X essaie d'y voir plus clair. Vous savez ce qu'on a dit du Congo? C'est un véritable scandale géologique. Oui, à cause des multiples richesses de son sous-sol. C'est ça. Ouais. Eh bien, on pourrait dire la même chose de la petite Guinée-Conakry. Il y a donc ce fabuleux gisement de minerai de fer pratiquement inexploité dans la montagne de Simandou. Un minerai à haute teneur et qui se trouve à fleur de roche. Et qui est donc aisément exploitable à ciel ouvert. Bien sûr. Et grâce à ce pactole, la Guinée pourrait devenir, dans un futur proche, le 3e producteur de minerai de fer, après l'Australie et le Brésil. Et alors que la demande internationale d'acier ne fait qu'augmenter. Ouais, mais il n'y a pas que le fer. La Guinée est aussi le 5e producteur mondial de bauxite. Or, vous le savez sans doute, l'aluminium est l'un des principaux carburants de l'essor économique de la Chine. En avril 2013, le président guinéen a annoncé sa volonté de tripler sa production d'ici 2020. Et un consortium chinois est déjà sur le coup et a promis de construire une usine de transformation pour produire de l'aluminium. Mais ce qui exige, je crois, une importante consommation d'énergie électrique. C'est exact. Or, justement, la Guinée, qui possède encore bien d'autres richesses minières non encore exploitées, est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Ça signifie qu'elle dispose virtuellement d'un potentiel hydroélectrique considérable. Les experts estiment même que la construction de plusieurs barrages sur le fleuve Concouré pourrait faire de la Guinée un pays exportateur d'énergie électrique. Oui, mais en attendant, le pays est l'un des plus pauvres de l'Afrique et on n'y compte plus les coupures d'électricité. Malheureusement, oui. Et c'est essentiellement dû à la mauvaise gouvernance des dirigeants passés du pays. D'abord, le régime totalitaire de Sékou Touré jusqu'en 1984. Puis, la présidence autoritaire et corrompue d'un militaire, Lansana Conté, suivi à la mort de ce dernier en 2008 d'un épisode aussi absurde que sanguinaire. Ah oui, la dictature du capitaine Dadis Camara et le massacre de 2009. 150 opposants tués par l'armée dans un stade. Mais en décembre de la même année, le capitaine est lui-même grièvement blessé à la tête par un autre militaire. Et de facto, il doit passer la main. Son successeur, un général, Séjouba Konaté, rétablit le calme et se refusant à être lui-même candidat à la présidence, permet l'organisation d'élections démocratiques. Pour la première fois dans l'histoire de la Guinée. Oui, en effet, des élections libres donc. Mais quand même assez curieuses. Mais pourquoi À cause du fait ethnique. Bon, comme dans la plupart des pays africains. Alors en Guinée, la situation est la suivante. Le groupe ethnique le plus important est celui des Peuls, qui représentent à peu près 40% de la population et qui tiennent le commerce du pays.
Mais et malgré cette prééminence, les Peuls n'ont jamais pu accéder à la présidence. Et vous avez une explication, là? Oui, les Peuls qui sont aussi présents dans d'autres pays. Le Sénégal, par exemple. C'est exact. Eh bien, ce sont souvent des mal-aimés qu'on accuse de trop aimer l'argent. Je ne sais plus qui a dit que les Peuls étaient considérés comme les Juifs de l'Afrique. En tout cas, pour la plupart des Guinéens, ils sont réputés venir de l'étranger. Ouais. Et les autres ethnies, alors? Après les Peuls, le groupe le plus important est celui des Malinké, à peu près 30%. Sékou Touré était un Malinké. Ensuite, il y a des ethnies minoritaires, les Soussous, répartis dans la région de la capitale, Conakry, et ceux qu'on appelle les forestiers, qui, comme ce nom l'indique, sont originaires des lointaines régions forestières du pays. Oui, le capitaine Camara, par exemple. Alors, je reviens à l'élection présidentielle de l'année 2010. Au premier tour, Cellou Diallo, un ancien haut fonctionnaire international de grand talent, obtient plus de 40% des voix. Et à quelle ethnie appartient-il? C'est clairement le candidat des Peuls. Le Malinké Alpha Condé, dont nous allons reparler plus longuement, n'a obtenu que 18%. Et pourtant, au deuxième tour, c'est lui qui va l'emporter avec près de 52% des suffrages. Alors, il y a eu fraude? D'après les observateurs étrangers, il semble que non. Mais il y a eu une coalition anti-Peul. On a même entendu le slogan « Tout sauf un Peul ». Cependant, pour être tout à fait juste, il faut aussi tenir compte de la personnalité exceptionnelle d'Alpha Condé. Un opposant toujours, hein? Et qu'il l'a assez chèrement payé, puisqu'il a été emprisonné par Lansana Conté. Et lui, c'est un intellectuel. Qui a même été professeur d'économie à la Sorbonne. Condé, militant progressiste, a vécu presque toute sa vie en exil. En France. Où il a fait ses études et s'est lié d'amitié avec son camarade de lycée, Bernard Kouchner. Mais il faut observer que cet homme de gauche est aussi un proche de l'homme d'affaires Vincent Bolloré. Bolloré qui possède de nombreux intérêts en Afrique occidentale. Ça, on en reparlera. Quoi qu'il en soit, l'élection de Condé, aussitôt reconnue par son adversaire, Diallo, est unanimement considérée comme une chance pour la Guinée. Et d'abord parce que le nouveau président jouit d'une réputation d'intégrité et qu'il semble décidé à redresser son pays. Et donc à faire en sorte que la Guinée puisse enfin exploiter ses richesses en toute indépendance et au bénéfice de sa population. Alors maintenant que le décor est planté, revenons un peu en arrière et voyons comment la Guinée a imaginé gérer son potentiel minier et quelle convoitise il a déchaîné. Jusqu'où voulez-vous remonter alors? Au milieu des années 90. Le ministre des Mines de Lansana Conté prend contact avec Rio Tinto, un géant minier anglo-australien. Et il est déjà question là de l'exploitation du gisement de minerai de fer de Simandou? Oui, et bien sûr, Rio Tinto est intéressé. 2 missions de reconnaissance sont envoyées à Simandou. Et les conclusions sont si positives qu'en 1997, la multinationale signe une lettre d'intérêt qui est suivie de l'obtention d'un permis exclusif de recherche sur les 4 blocs les plus prometteurs de Simandou. Ouais. Alors dès lors, on sait qu'on se trouve devant un gisement de minerai de fer exceptionnel. C'est certain. Et les autorités guinéennes semblent très pressées. Toutefois, le président Lansana Conté veut que Rio Tinto finance parallèlement la construction d'une voie ferrée traversant le pays d'est en ouest, le transguinéen. Mais la multinationale rechigne à s'engager sur ce point. Conséquence, en 2000, l'année où le contrat de concession doit être renouvelé, comme les premiers travaux d'exploitation n'ont pas commencé, Rio Tinto doit rétrocéder à l'État guinéen 50% de la superficie initiale du permis de recherche. Ouais, ça ressemble à une mesure de rétorsion. On peut voir les choses comme ça. Mais en 2003, ça n'empêche pas le président Conté d'envisager de ratifier à nouveau le contrat de la concession minière accordée à Rio Tinto. Mais comme il n'a pas renoncé à son transguinéen, il retarde encore le moment de signer, d'autant que 2 concurrents se présentent, l'Australien BHP Billiton et le Brésilien Vale. Cependant, les choses traînent. Oui, toujours à cause de cette affaire du train. Et en 2006, on en est toujours au même point. Conté veut bien signer la concession avec Rio Tinto, mais il veut aussi sa voie ferrée. Et le géant anglo-australien continue à traîner des pieds. C'est alors qu'un homme va faire une entrée tonitruante dans cette affaire qui n'avance plus. Qui? Benny Steinmetz. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de nous intéresser de plus près à ce nouveau venu. Ce franco-israélien qui est à la tête de la première fortune d'Israël, estimée entre 4 et 6 milliards de dollars,
a aujourd'hui une bonne 50aine d'années. C'est un homme séduisant, les yeux bleus, toujours bronzé, sportif. Il est polyglotte et cultive une grande discrétion, surtout vis-à-vis des médias. Oui, plutôt secret, donc. Hein. Et ça s'explique par la nature des affaires qu'il brasse. On dit aussi qu'en cette matière, c'est plutôt un brutal. Un brutal. Et d'où vient-il, alors? Son père, un juif polonais, s'est installé en Palestine en 1936, et après la création d'Israël, il est devenu le plus important diamantaire du pays. En 1977, son fils s'installe à Anvers pour y apprendre un métier où rapidement il s'avère très doué. La société familiale de son père se transforme en un groupe installé dans une douzaine de pays et qui rassemble 6000 employés. Multinational, quand même. Oui, le BSGR, le Benny Steinmetz Group Resources, qui a de nombreuses activités sur le continent africain et ailleurs. La téléphonie mobile, l'immobilier en Israël, l'ingénierie pétrolière en Grande-Bretagne, ou le cuivre en Afrique du Sud. Mais c'est le commerce du diamant qui reste son secteur le plus lucratif. Également en Afrique? Oui, je vois où vous voulez en venir. Les diamants de sang, comme on les a appelés. Parce que dans les années 90, ces pierres précieuses ont été au centre, et quelquefois même à l'origine, des terribles guerres civiles qui ont ensanglanté le Libéria, la Sierra Leone et l'Angola. Alors, quelle a été l'implication de Steinmetz dans ces conflits? Bon, je me contenterai de remarquer que le milliardaire est le plus gros investisseur privé en Sierra Leone et qu'il est toujours le premier acheteur de pierres précieuses au monde. Mais à part le diamant, là, est-ce que le groupe de Steinmetz a déjà eu des activités dans le secteur minier? Non. Mais Steinmetz, qui a les dents très longues, a vu dans le gisement guinéen de Simandou une occasion exceptionnelle pour gagner beaucoup d'argent. Diamant, le pouvoir est à celui qui contrôle toute la chaîne, des mines à la bijouterie, et pas seulement le négoce. Benny Steinmetz se lance tout naturellement dans l'exploitation, comme en témoigne l'acquisition de concessions diamantifères dans l'ouest de l'Afrique à partir de 2006. C'est aussi dans les années 2000 qu'il entame une diversification dans le cuivre, le cobalt, le minerai de fer, l'ingénierie, le pétrole ou le gaz. De la Guinée à la Birmanie, du Nigeria au Kosovo, il connaît tous les réseaux et les hommes. Sa philosophie est simple, les affaires sont comme la roulette, on ne peut gagner le jackpot qu'en prenant des risques, et jusque-là, le risque avait payé. Le succès du BSGR lui a ouvert les portes d'un monde de luxe et de paillettes. Il devient le fournisseur privilégié du joaillier Tiffany, qui part les stars. Insigne faveur, la De Beers, lui confie la taille du Millennium Star, le deuxième plus gros diamant au monde, une pierre en forme de poire de 203,4 carats d'une exceptionnelle pureté, créée pour célébrer l'an 2000. Encore un mot sur la personnalité de Benny Steinmetz et sur ses réseaux. Ce discret milliardaire est très proche de la classe politique israélienne et des services de sécurité de l'État hébreu. Il est par exemple très ami avec les anciens premiers ministres, Ehud Barak et Ehud Olmert. Celui-ci, qui le connaît décidément très bien, a récemment confié à un journaliste américain « C'est le dernier type que vous voudrez avoir comme ennemi ». Ça en dit long sur le caractère du personnage. Hein. Bon, alors venons-en à son éruption sur la scène guinéenne. En 2006, Steinmetz va voir directement le vieux président. Lansana Conté lui promet qu'il aura son transguinéen. Ah oui, s'il lui accorde une concession à Simandou. Ah, naturellement. En fait, Benny Steinmetz a bien préparé son affaire. Ça fait 1 an qu'il est aux aguets. 1 an plus tôt, son groupe a installé une filiale en Guinée-Conakry. Et parallèlement, l'homme d'affaires a créé un montage de sociétés écran dans les îles Vierges. Un paradis fiscal britannique, ça. Oui, au sommet de la pyramide, on trouve la société Pentler Holdings, dont le capital appartient à une société de management basée en Suisse, avec comme principal client le groupe de Steinmetz. Ouais, c'est un faux nez. Ça y ressemble.
Et à la tête de cette société domiciliée dans les îles Vierges, on trouve un franco-israélien, Frédéric Silens, un chef d'entreprise qui a beaucoup roulé sa bosse en Afrique. Un homme de Steinmetz, donc. Évidemment. Pour parfaire le montage financier, Pentler Holding s'est vu confier un bon paquet d'actions de la filiale guinéenne du groupe Steinmetz. Et pourquoi alors cette cascade de sociétés, là? Plus c'est compliqué et plus il est facile de sortir de l'argent pour rémunérer les intermédiaires. Or, dans ce genre d'affaires, il faudra forcément payer des pots de vin. J'ajoute que ce silence est aussi épaulé par l'homme de confiance de Steinmetz, Asher Avidan, un ex-agent du Shin Bet, le contre-espionnage israélien. Ouais, donc un professionnel de la sécurité. Hein. Exactement. Alors, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais je voulais simplement vous montrer que Steinmetz n'est pas arrivé comme un beau diable en Guinée et qu'il avait bien préparé son affaire, financièrement et psychologiquement. Psychologiquement, c'est-à-dire? Lansana Conté est vieux et malade. Affaibli. Oui. D'ailleurs, il sera de plus en plus souvent absent, car il ira se faire soigner en Europe. En tout cas, il en a plus qu'assez des valses hésitations de Rio Tinto qu'il mène en bateau depuis près de 10 ans, sans même avoir commencé l'exploitation du gisement de Simandou. Alors c'est donc le bon moment là pour Steinmetz. Évidemment, et il lui faut aller vite. Sur place, ces hommes, Silens et Avidan, labourent le terrain, infiltrent les centres de décision et se lient d'amitié avec les piliers du régime Conté. J'imagine que ces marques d'amitié sont accompagnées de petits cadeaux. Forcément. Une montre, par exemple, sertie de diamants pour Conté lui-même, une reproduction miniature d'un bolide de Formule 1 incrusté d'un gros diamant pour le ministre des Mines, et une promesse de commission de 2,5 millions de dollars pour le clan très influent de la dernière et jeune épouse de Conté, Mamadi Touré. Enfin, pour bien faire, Silens embauche comme vice-président et responsable des relations publiques de la filiale du groupe le propre demi-frère de Mamadi. Au total, il y en aurait eu pour quelques 12 millions de dollars. Oui, mais vous employez le conditionnel. Bien sûr, car la plupart du temps, ces cadeaux ne laissent pas de traces. Enfin, pas toujours, mais nous verrons cela tout à l'heure. Le groupe Steinmetz, pour emporter l'affaire, investit aussi 160 millions de dollars sur place. Sa filiale construit des écoles, des dispensaires, des centres culturels et même un commissariat. C'est donc le prix à payer pour obtenir la concession Simandou. Et c'est relativement peu quand on pense aux fantastiques bénéfices que l'exploitation procurera plus tard. Ouais. L'entreprise de Steinmetz est-elle couronnée de succès? Oui. En juin 2008, le groupe de Steinmetz a la certitude d'obtenir les droits d'exploitation de la moitié de Simandou contre la promesse de réaliser le transguinéen sans aucun frais pour l'État guinéen. Mais Rio Tinto alors? La multinationale est informée qu'en application du code minier de 1995, elle va perdre 50% de la concession de Simandou. Mais Steinmetz doit encore livrer une véritable course contre la montre, ou plutôt contre la mort, car l'état de santé de Conté s'est considérablement dégradé. Et enfin, sans doute grâce aux bons offices de Mamadi, la jeune épouse du président, Conté, hospitalisé à Genève, signe le contrat. On est alors début décembre. 3 semaines plus tard, Lansana Conté meurt. Il était temps, hein. Et c'est le capitaine Dadis Camara qui s'empare du pouvoir. En effet, la période qui suit est agitée. Camara, issu d'une ethnie minoritaire, ouais, c'est un forestier. C'est ça, et commence par éliminer ses opposants. Ouais. Qu'est-ce que ça change pour Steinmetz? Ses rapports avec le nouveau pouvoir sont encore meilleurs que ceux qu'il entretenait avec le clan de Conté. Comment a-t-il fait alors? Il a trouvé dans l'entourage présidentiel une oreille très attentive. Celle du nouveau ministre des Mines, Mahmoud Thiam, un cadre brillant qui a étudié aux États-Unis et est même devenu citoyen américain. D'emblée, il noue d'excellentes relations avec BGSR, le groupe de Steinmetz, et même des liens personnels avec le milliardaire. C'est lui, par exemple, qui représentera le capitaine Camara au mariage de la fille de Steinmetz en Israël. Et concrètement, comment est-ce que ça se traduit là, ces bonnes relations? Le nouveau pouvoir exige, par exemple, que Rio Tinto abandonne encore 2 blocs de Simandou pour non-respect de ses engagements. 2 blocs qui sont aussitôt attribués à Steinmetz. Ce dernier est donc au mieux avec le gouvernement du putschiste Camara. On le soupçonne même d'avoir mis en relation un ancien commandant israélien des forces spéciales reconverti dans la sécurité et ses nouveaux amis guinéens. L'objectif étant la formation de la garde prétorienne de la présidence et celle d'une milice ethnique aux ordres de Dadi Camara. Ouais, il faut rappeler que ce sont ces militaires qui seront impliqués dans le
massacre du stade de Conakry. Le règne de Camara est très court. Oui, il est écarté dès décembre 2009. Alors que se passe-t-il pour Steinmetz et son groupe? Le gouvernement intérimaire ne remet pas en question le marché conclu avec BSGR. Bien au contraire, il lui accorde même des droits d'exploitation sur un autre site plus au sud, Zogota, avec autorisation d'évacuer le minerai de fer via le Libéria. Mais il y a toujours en contrepartie la construction du transguinéen et la réalisation d'infrastructures dans la région forestière, soit un investissement de $1 milliard. La note est lourde, hein? Certes, mais Steinmetz va réaliser un très joli coup. En avril 2010, BSGR revend 51% de sa filiale guinéenne au géant minier brésilien Vale, lequel accepte de payer la somme astronomique de $2,5 milliards pour devenir majoritaire dans la joint venture nouvellement créée, Vale BSGR. Et aussitôt, le Brésilien signe un premier chèque de 500 millions. La plus-value pour Steinmetz est considérable, parce que jusqu'à maintenant, le milliardaire n'a déboursé que $160 millions. Mais, si j'ose dire, Steinmetz a mangé son pain blanc en Guinée, parce que ça va bientôt se gâter. Ah oui, l'élection d'Alpha Condé en 2010. Un président qui est décidé à voir clair dans l'attribution des concessions du gisement de Simandou, et qui surtout va s'entourer d'experts et de quelques précieux conseillers, dont l'un ne sera autre que le milliardaire philanthrope George Soros. Un homme qui a déjà croisé le fer avec Steinmetz et qui n'est sans doute pas mécontent de le retrouver sur son chemin. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le mensuel La Revue a publié récemment une longue enquête de François Soudan sur le bras de fer qui s'est engagé à Conakry entre les deux milliardaires Steinmetz et Soros. Dans cet extrait, il évoque Mahmoud Thiam, le ministre des Mines de Danis Camara, si favorable au franco-israélien Steinmetz. Fils d'un banquier respecté qui fut assassiné sous la dictature de Sékou Touré, ce quadragénaire a fait ses études à l'université Cornell aux États-Unis avant d'entrer chez Merrill Lynch puis chez UBS. Citoyen américain, il regagne le pays de son enfance dès le mois de janvier 2009 et est aussitôt nommé par les nouvelles autorités au poste clé de ministre des Mines et de la Géologie. Une vraie trouvaille pour BSGR, dont Thiam défend aussitôt avec fougue les intérêts. C'est lui qui, en décembre 2009, permet l'octroi définitif de la convention de base sur Zogota au groupe Steinmetz. Lui aussi, qui avalisera 4 mois plus tard l'accord de co-entreprise entre BSGR et les Brésiliens de Vale. En d'autres termes, la revente des blocs 1 et 2 de Simandou pour 15 fois leur prix d'achat. Si l'on en croit le réquisitoire dressé contre lui par le comité technique de Nava Touré et les enquêteurs de George Soros, Mahmoud Thiam aurait été non seulement un salarié de BSGR, mais aussi un distributeur de liquidités pour le compte du groupe auprès des membres de la junte militaire au pouvoir. Alors comment Soros l'a-t-il conduit à s'occuper des affaires de la Guinée ? Bernard Kouchner, vieil ami de Condé, a sans doute servi d'intermédiaire. Soros, vous le savez, c'est d'abord un financier qui a en particulier gagné une fortune en spéculant contre la livre britannique. Mais depuis, il s'est refait une réputation en prêchant un peu partout dans le monde la démocratie et la bonne gouvernance. Sans oublier de faire des affaires quand même. Bien entendu. Tout au long de l'année 2011, les experts de Soros se pressent en Guinée-Conakry pour structurer et former l'équipe présidentielle d'Alpha Condé. Mais aussi pour élaborer un nouveau code minier nettement plus favorable aux intérêts du pays. Ils sont d'ailleurs rejoints par les hommes de Tony Blair. L'ancien Premier ministre britannique. Oui, qui lui aussi se pique de promouvoir la démocratie, mais je ne suis pas tout à fait persuadé de son parfait désintéressement. Ouais. Et Soros, lui ? Ça, je n'en sais rien, mais il n'est pas impossible qu'il ait pensé, lui aussi, à joindre l'utile à l'agréable, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit,
À l'initiative des experts de Soros, il est créé un comité technique chargé des questions minières. Et un homme réputé, incorruptible, Nava Touré, est placé à sa tête. En même temps, un nouveau code minier est adopté qui accorde dorénavant à l'État gratuitement au moins 15% des parts des sociétés minières exploitant les gisements du pays. Dès le mois d'avril 2011, le géant Rio Tinto est contraint de conclure un nouvel accord pour les blocs 3 et 4 de Simandou et de verser 700 millions de dollars à l'État. Et le groupe Steinmetz, alors? Allié au Brésilien Vale, je vous le rappelle, le comité des mines lui demande des comptes. Mais BSGR renacle. Résultat, ce comité lance une enquête pour découvrir comment le groupe a obtenu la moitié du gisement de Simandou. Et deux fins limiers se mettent au travail. Un célèbre avocat et un ancien de la CIA. La guerre est déclarée. Oui, car ces deux enquêteurs ne tardent pas à mettre au jour la réalité des relations entre BSGR, Mamadi Touré, Mahmoud Thiam, Lansana Kanté et Dadis Camara. Conclusion, le contrat d'attribution des blocs 1 et 2 de Simandou à Steinmetz semble fortement entaché de corruption. Il est donc illégal. Et dans cette affaire, le maillon faible, c'est Mamadi Touré. Ouais, la jeune épouse du vieux comté. Qu'est-elle devenue, elle? Prudemment, elle est partie s'installer en Floride, où elle a acheté 4 propriétés. Ah oui. Et avec quel argent? Celui de la corruption, c'est certain. Mais fine mouche, Mamadi a quitté le pays avec en poche une liasse de documents très compromettants pour BSGR. Une possibilité de chantage. Et qui va devenir son sauf-conduit. Car la justice américaine, sans doute, habilement aiguillée par les enquêteurs du comité guinéen, ou peut-être même par les autorités de Conakry, va s'intéresser à la jeune femme en vertu d'une loi qui l'autorise à enquêter sur les affaires de corruption internationale qui ont des ramifications sur le sol états-unien. Et Mamadi est installée aux États-Unis et elle a acheté des biens avec de l'argent sale. Voilà. Mais si la jeune femme coopère, elle échappera aux ennuis. Ouais. Donc, elle doit remettre ces documents compromettants à la justice américaine, non? Et elle va accepter de piéger le bras droit de Steinmetz en Guinée, le franco-israélien Frédéric Silens. Ouais. Et le piéger, mais de quelle façon, alors? Aux États-Unis, en avril 2013, elle va à un rendez-vous avec lui, équipé d'un micro. Silens lui propose $1 million en échange des documents qu'elle possède. Aussitôt, le FBI l'arrête. Silens est accusé par un juge de New York de tentative d'obstruction à la justice et de rétention de preuves dans une affaire criminelle. Et depuis, il est incarcéré en attente de son procès. C'est embarrassant pour Steinmetz. Mais le milliardaire n'est pas homme à se laisser abattre. Il engage une volée d'avocats et d'enquêteurs et une société de relations publiques américaine réputée pour son agressivité, d'où une série d'articles très critiques dans la presse états-unienne et britannique contre Alpha Condé. On met en cause l'affairisme supposé de son fils. On le dépeint lui-même comme un autocrate obsédé par l'ethnie Peul. Là, il y a un brin de vérité. Plus grave est l'accusation selon laquelle Alpha Condé aurait passé un marché secret avec un réseau d'hommes d'affaires sud-africains afin d'obtenir un prêt garanti par des parts de marché de la société qui centralise les participations minières de l'État guinéen. Bon, je vous passe les détails car l'affaire est complexe. Mais on s'apercevra au final que c'était un piège tendu à Condé et que derrière se trouvaient des néo-conservateurs américains et aussi ce Mahmoud Thiam, l'ex-ministre des Mines guinéen, qui a été lui-même accusé d'avoir été le répartiteur des pots de vin distribués par Benny Steinmetz. Et face à toutes ces rumeurs, alors, Condé réagit? Bien sûr. D'abord, il ordonne le gel des activités du BSGR à Conakry. Et il contre-attaque en affirmant que Steinmetz le fait espionner par ses amis du Mossad. Tous les coups sont permis, Oui, car derrière, il y a la lutte entre ces deux crocodiles, Steinmetz et Soros, qui disposent de moyens considérables. Et au bout, ne l'oublions pas, il y a ce fameux gisement de Simandou. En tout cas, c'est plutôt Soros qui marque des points. 25 irrégularités sont mises en évidence dans l'acquisition des blocs 1 et 2 de Simandou par Steinmetz, dont le groupe est explicitement accusé de corruption. Et au printemps 2013, peu de temps après l'arrestation de Silens aux États-Unis, 2 Guinéens respectivement responsables de la sécurité et vice-présidents du BSGR, Guinée, sont à leur tour arrêtés à Conakry et inculpés
de corruption passive. Et donc ça va plutôt mal pour Steinmetz. D'autant que son partenaire brésilien, Vale, suspend le paiement de 2 milliards qui lui restait à verser. J'ajoute que fin août 2013, la police suisse, sur commission rogatoire de la Guinée, a effectué des perquisitions au siège de la société de management de Steinmetz, et même à son domicile, le Genevois. Le milliardaire furieux accuse alors Condé et Soros d'antisémitisme. Ouais, ce qui est quand même drôle quand on sait que Soros aussi est juif. Et certains observateurs donnent une curieuse lecture de la bagarre qui oppose les deux milliardaires. Il s'agirait d'une guerre entre un clan pro-israélien progressiste, animé par Soros, et un clan représentant la droite dure israélienne. Steinmetz, donc. Mais je ne crois guère à cette interprétation. Et quelles sont les répercussions de ce conflit-là sur la vie politique guinéenne? Il faut d'abord observer que cette vie est loin d'être paisible. Et d'abord parce que Condé, contrairement à sa promesse, ne cesse de reporter la tenue des élections législatives. Ensuite, on ne peut pas ne pas constater que Condé a pris soin d'attribuer des postes importants à des membres de sa famille. Ouais, un népotisme assez habituel en Afrique. Malheureusement, oui. Et pourtant, on s'accorde à dire que Condé lui-même est incorruptible. Mais il faut compter avec l'héritage du passé. Le pouvoir guinéen reste encore lourdement concentré entre les mains de l'exécutif. Cependant, il faut reconnaître qu'Alpha Condé avance plutôt dans le bon sens. À noter aussi qu'en juillet 2011, il a été victime d'une tentative d'assassinat. Qui a essayé de le tuer, là? Un commando de militaires a pris d'assaut à l'arme lourde sa résidence à Conakry. Et s'il en a réchappé, 2 de ses gardes du corps ont été tués. Faut-il voir un rapport là avec la question minière? Je ne sais pas. Condé, lui, a préféré accuser son opposition et le chef de celle-ci, le Peul Cellou Diallo. En Guinée-Conakry, les rivalités ethniques sont donc toujours d'actualité. Autre développement intéressant. Alpha Condé a très vite confié la gestion du port autonome de Conakry à son grand ami Vincent Bolloré. C'est un joli cadeau, ça. Mais en contrepartie, Bolloré a accepté de construire ce fameux chemin de fer transguinéen qui a empoisonné si longtemps les rapports du président Conté avec les géants de l'industrie minière. Mais pas à perte, quand même. Bon, bien sûr que non. Et ça permettra à l'homme d'affaires français d'avoir la haute main sur tous les transports de marchandises en Guinée. Est-ce que l'extraction minière va enfin commencer dans la montagne de Simandou? On peut le penser. Mais si Condé est toujours au pouvoir, ce sera sans Steinmetz. Rio Tinto est revenu dans le circuit et les Chinois sont eux aussi intéressés. Alors maintenant, venons-en aux derniers événements. Il est tentant d'y voir à nouveau un épisode de la rivalité Steinmetz-Soros. Je vous écoute, là. En 2013, Alpha Condé s'est enfin décidé à organiser ces élections si souvent reportées, mais qui seront tout de même les premières élections législatives démocratiques jamais organisées en Guinée. La campagne a commencé en septembre. Et aussitôt, de très violents incidents ont éclaté entre les partisans de Condé et ceux de Diallo, son principal opposant. Il y a même eu des morts. Un climat très tendu, donc. Et c'est alors que s'est produit un vrai coup de théâtre. 3 jours avant la tenue des élections, le Canard enchaîné, s'appuyant sur des notes de la CIA et de la DGSE, a annoncé la préparation d'un putsch contre le gouvernement Condé. Putsch préparé par le clan Steinmetz. Le plan prévoyait d'abord l'organisation de grandes manifestations qui inciteraient la police et les forces armées à user de la violence et donc à créer des martyrs. Ouais. Et ensuite, c'était le putsch proprement dit. Perpétré par des mercenaires sud-africains, israéliens et français, recrutés par un homme de Steinmetz opérant à Johannesburg. Et le pouvoir, changeant de main, Steinmetz récupérait ses droits sur les concessions minières. Bien entendu. L'information a été immédiatement reprise en Guinée-Conakry sur le thème « La patrie est en danger ». Et les partisans d'Alpha Condé en ont profité pour accuser le parti de l'opposition de Cellou Diallo. Et oui, vous vous demandez, vous, si l'information sur l'organisation du putsch n'a pas été lancée uniquement pour resserrer les rangs autour de Condé. Vous avez tout compris. Ce qui par ailleurs n'enlève rien à la capacité de nuisance du groupe Steinmetz, qui est toujours décidé à se battre et aurait maintenant l'intention de lancer une grande campagne médiatique contre les ONG financées par Soros. Oui, donc la guerre continue. Quoi qu'il en soit,
les élections se sont déroulées dans le calme. Mais les résultats plutôt favorables à Condé ont été si longs à être publiés qu'ils sont forcément entachés de soupçons. Et maintenant, on recompte. À samedi prochain sur franceinter.fr. Si tout fonctionne, vous pourrez réécouter cette émission qui a été préparée par Rebecca de Nantes, réalisée par Michel Billou et mise en musique par Monsieur Joub. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud.